Ça y est, c'est la fin de notre intermède. Si c'est OK pour vous, j'ai envie de vous proposer de finir votre phrase tranquillement. Et qu'on se remette au boulot. Alors les humains sont des êtres de refrain, mais ce sont aussi des êtres de blabla. Est-ce que c'est OK pour vous de rester dans la lumière comme ça? Parce que pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est plus agréable de vous voir. Sauf si vous êtes en plein sous un spot en train de cuire. Hein. Mais si c'est OK pour la régie, si ça vous pose pas de problème technique, c'est bien. On est reparti. On y va? Ouais. On est bon? Ok. Alors, Le micro. là, en ce moment, j'aimerais tout de même qu'on aborde des sujets peut-être un peu plus durs. Si on est ici aujourd'hui, si vous êtes là, c'est très certainement parce que les valeurs humaines vous interpellent et sont très importantes pour vous. Et ça, c'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous maintenant. Un être humain ne sera jamais un amas de cellules qu'on peut hacker. Ça, c'est ce que nous pensons, mais les transhumanistes pensent que c'est vrai. Et aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe objectivement, on est en train d'essayer d'altérer l'humain. Les différences sont gommées, les générations même sont gommées. Le droit à la différence, tellement essentiel, est en train de disparaître. Les transhumanistes considèrent qu'il n'y a pas de débat éthique. Microsoft vient de licencier 200 personnes qui s'occupent d'éthique. Alors, la question est-ce qu'il y a des brèches du transhumanisme? Et s'il y en a, quelles sont-elles? Je propose à Louis de commencer. Merci. Honneur à toi. Les questions du public. C'est intéressant cette histoire de transhumaniste et en même temps la façon dont tu le présentes pour moi me pousse à mettre d'emblée un questionnement. Est-ce qu'il y a un monstre à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un ennemi à vaincre? Est-ce qu'il y a une guerre à gagner? Tant qu'on reste fasciné par un monstre à l'extérieur, on n'agit pas. La fascination, vous savez, c'est à la fois ça vient du mot fascia, c'est à la fois d'être relié, c'est l'interface, et c'est aussi ce qui sépare. Et donc, être fasciné, c'est à la fois être séparé, relié, et ne pas réussir à détacher son regard du monstre immonde qui est en face de soi. Et on a tous des monstres, on a tous des peurs, on a tous des énormes frayeurs, des projections sur l'avenir. Mais si on les vomit de manière cathartique, la catharsis c'est ça, hein, c'est le purgatif en grec, donc c'est le vomissement. Si je vomis le monstre, je le remets là devant moi. Et je ne peux plus jamais m'en débarrasser. Parce qu'il va faire partie de ma ritualisation du monde. J'ai beaucoup vu ça dans les 3 dernières années, que les gens ont besoin d'ennemis à vaincre. Mais que ces ennemis sont toujours trop gros, ils sont invincibles. Et ça les maintient dans une situation d'impuissance systématique et de tristesse. Et donc considérer le transhumanisme comme quelque chose à l'extérieur, à mon avis, est une erreur. C'est quelque chose à vivre profondément à l'intérieur. Est-ce que je suis un algorithme? Est-ce que quand je prends l'autoroute, je branche Waze? Parce que si je branche Waze, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le font, c'est pas moi qui pilote Waze. C'est Waze qui me pilote.
Et Waze peut m'emmener où il veut, en vrai. Parce que mon but, c'est de suivre la grosse flèche bleue, hein, ou je ne sais pas quelle couleur elle est. Hein. Et au fond, le questionnement sur le transhumanisme, c'est qu'est-ce que j'accepte de cette transformation qui m'est proposée. Et cette transformation qui m'est proposée, c'est quoi? C'est rien moins que la promesse de la non-souffrance. Si le monde est automatique, s'il est algorithmique, si tout se passe selon le programme, il n'y a pas de bifurcation, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de peur de la puissance de l'autre. Tout est parfait. Et pour moi, ça rejoint un questionnement très profond que j'ai déjà développé dans plusieurs conférences, mais dont je peux vous reparler là rapidement, qui est autour de la notion de souffrance. L'humain est sur Terre pour souffrir. Ah, une vision un peu réac. Hein. Mais Bouddha, Siddhartha l'a dit, tout plein de penseurs l'ont dit. Il est là pour souffrir, mais aussi pour être joyeux. Hein. Mais il va souffrir. Et il a 3 ordres de remédiation à la souffrance. Donner un sens à cette souffrance, la remédiation symbolique. La vieillesse, la mort, la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va raconter une histoire. On va raconter une histoire commune. On va poser une ritualisation narrative sur qu'est-ce que c'est que la maladie, la vieillesse et la mort, qui va nous permettre d'habiter cette réalité-là. Il y a un deuxième ordre de remédiation qui est la remédiation sociale. Les humains serrent les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien. Et ils prennent soin de lui. Ça aide à traverser la souffrance. Et puis il y a un troisième ordre de remédiation, la remédiation technique. Des prothèses, des machines, des médicaments, la grotte, le feu, la bagnole. Grâce à tout ça, ma vie sera tellement plus simple. Notre monde actuel est rendu à un tel niveau de maîtrise technique qu'il a désinvesti les champs symboliques et désinvesti les champs sociaux de remédiation à la souffrance. Mourir, vieillir, être malade ne veut plus rien dire. C'est une scorie dont il faut se débarrasser. S'entraider, se serrer les coudes, c'est compliqué. Allô monsieur, votre papa est en train de mourir dans la réanimation, vous pouvez venir? J'ai pas le temps, vous comprenez. Il y a les enfants, il y a le boulot, c'est difficile, etc. Rien n'est fait pour. Il n'y a plus de ritualisation sociale collective pour prendre soin de la souffrance. Et donc il reste que la technique et le rêve de l'hyper-investissement technique comme définitif achèvement de la souffrance. Mais c'est un rêve, et c'est même un cauchemar. Parce que dans ce monde-là, je vous raconte une dernière histoire avant de passer la parole. Finalement, si vous pouviez vous enfuir dans un monde où tout serait parfait, vous iriez peut-être. C'est la proposition du métaverse. C'est la proposition déjà de tous les jeux vidéo. Vous savez que les jeux vidéo aujourd'hui sont un des premiers marchés mondiaux en termes de volume de chiffre d'affaires. Et si vous prenez les jeunes, ils passent leur temps à fuir. Et ils scrollent. Ils scrollent TikTok toute la journée. Et c'est l'algorithme qui les pilote. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils regardent. Vidéo de 12 secondes, 15 secondes. Et ça, ce serait le rêve de la non-souffrance. Anesthésié de manière définitive. La grande sédation terminale. Mais c'est un rêve. Il y a 3 mois, il y a eu le premier viol en réunion dans le métaverse. C'est-à-dire que des avatars ont violé un autre avatar et se sont filmés avec leur téléphone numérique dans le monde numérique et ont vendu la bande vidéo de leur appareil photo numérique dans le monde numérique d'un viol de leurs avatars sur un autre avatar aux enchères dans ce même monde numérique. Purée. C'est ça le paradis? C'est ça le monde de non-souffrance? Bien sûr que non. C'est une illusion. Et donc le transhumanisme est de toute manière une voie de garage anthropologique. Mais elle correspond à ce rêve de toute puissance et de non-souffrance. Et donc il y a une vraie question derrière. C'est quoi la souffrance? Est-ce qu'il y aurait un art de souffrir? Un art au sens artisanat? Est-ce qu'il ne faut pas y aller pour de bon se racrapoter? Voilà, donc je te laisse la parole peut-être là-dessus. Je te tends une perche. Merci Louis de m'avoir donné le temps de me préparer un peu tout en savourant ta proposition, bien sûr. Je ne suis pas un grand explorateur de ce qu'on appelle
le transhumanisme et métaverse, etc. Juste quelques infos que je glane à gauche et à droite, comme quoi nous pourrions vivre d'un jeunisme éternel et peut-être même éviter la mort. Il me semble, depuis tant d'années que j'accompagne les personnes, que nous cherchons désespérément à l'extérieur de nous quelque chose que nous ne pouvons trouver qu'espérément à l'intérieur de nous. Et que tout est bon pour ça. Et qu'évidemment, les substances à travers l'histoire ont déjà permis de nous divertir, l'alcool, le jeu, les jeux romains ou autres, et évidemment aujourd'hui tout ce que ces écrans que tu mimes si joliment avec ton doigt amènent comme addiction chez nous et comme trouble de l'attention. Évidemment, je suis complètement perdu, là, hébété, entre tout ce qui se déroule sous mes yeux, à moitié éteint. Et pour moi, la façon de conjurer cela, c'est de nous éveiller à la vie intérieure. Lorsque nous mettrons notre curiosité, notre soif d'apprendre et d'en connaître plus, d'en découvrir plus dans l'espace de la vie intérieure, là, nous allons trouver un espace de véritable jouvence dont nous parlent absolument toutes les traditions à travers le monde, quelle qu'elle soit religieuse ou chamanique, purement spirituelle ou laïque. Les traditions, les philosophies nous disent « assieds-toi ». Apprends à t'asseoir, ça s'apprend, arrête de courir, on ne puise pas dans un puits en courant à toute vitesse. Apprends à t'asseoir, apprends à faire silence et apprends à laisser tout doucement le seau du discernement descendre dans le puits de la connaissance infinie et de l'amour universel, en sorte de pouvoir trouver ta nourriture intime et répandre la joie d'être au monde de cette façon-là. Et donc, je partage pleinement avec toi, Louis, le fait que c'est une tentative d'apprenti sorcier, dont je peux comprendre qu'elle soit séductrice, parce qu'elle nous fait envisager des mythes de toute puissance, en tout cas sur le plan personnel, de pouvoir subsister à travers les âges. Je pense que c'est tellement à l'encontre du principe même de la vie qui est cycle et saison, que ça, je l'espère, n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Et qu'est-ce que j'aimerais que les chercheurs qui mettent leur énergie à chercher à transmuer l'humain apprennent d'abord à le connaître et à le connaître en profondeur, à l'estimer, à le chérir comme il est dans sa sensibilité, dans sa richesse, dans sa profondeur, dans sa capacité d'imaginer des choses belles et bonnes au service de la vie. J'aimerais beaucoup ça. Et effectivement, ces dernières décennies, l'enjeu de la mort a voulu être évacué. Et on a vu avec le Covid, comme tout le monde était surpris, tiens, on peut mourir, mon voisin peut mourir, papa peut mourir, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous arrive, on ne nous avait pas prévenu, mais mon Dieu, mais on est complètement hors sol pour ne pas avoir perçu que tout le monde peut mourir à chaque instant et que c'est une jubilation que de réaliser que si vous êtes dans cette salle, c'est que vous vous êtes réveillé ce matin. Pas tout le monde s'est réveillé ce matin. Il y a beaucoup de personnes pour qui sur la planète c'était la dernière nuit. Et si vous êtes dans cette salle, je ne vois pas tout le monde, mais c'est que quand même si vous vivez un handicap, vous avez quand même un état d'autonomie qui vous a permis d'être là, d'être habillé. Ce n'est pas le cas pour tout le monde de nouveau. Bien des personnes n'ont pas quitté leur lit et vivent un handicap ou une maladie et sont clouées dans leur lit, n'auraient pas pu descendre les escaliers ou arriver jusqu'ici, etc. Nous avons des centaines d'occasions de nous réjouir, de nous enchanter et d'être propagateurs d'enchantement, si nous sommes un peu conscients, et je pense qu'on y reviendra. Et ça nous demande donc d'inclure dans nos processus de vie le fait que tout ce qui se compose se décompose et que tout ce qui prend forme se déforme et se transforme et que ce qui nous permet d'être joyeux et vivants, c'est de percevoir que la vie souffle à travers ça. Quelque chose demeure sous ces transitions. La vie se forme, se déforme et se transforme, mais cependant demeure. C'est extraordinaire de sentir que je peux m'installer à l'intérieur de moi-même dans cet espace qui est arrivé au monde et qui peut-être était déjà bien présent avant d'arriver au monde, qui a pris toutes sortes de formes depuis l'enfance jusqu'à l'âge que j'ai, vécu toutes sortes de choses, et quelque chose en moi demeure. Et si je m'installe dans cette conscience-là, ben, j'ai beaucoup moins peur de la mort, évidemment. Je me dis que c'est un passage et qui va me permettre sans doute d'autres choses. Quelque chose de plus gracieux peut-être. Et rappelons-nous ce qu'en disait Christian Bobin, si je me souviens de la phrase. J'ai grandi dans un monde qui commençait à ne plus vouloir entendre parler de la mort et qui aujourd'hui est arrivé à ses fins, sans se rendre compte qu'il se condamnait à ne plus entendre parler de la grâce.
Vous avez remarqué, on parlait de la joie en première partie, là. On est allé sur un truc un peu plus sérieux, quoi. Hein. Donc, pour bien montrer quand même que c'est pas un truc de bisounours, cette affaire-là. Non, c'est pas du tout une affaire de bisounours, effectivement. La joie est une affaire de rencontre avec la matière. Et avec la difficulté de la matière aussi. Vous avez discuté un petit peu entre vous sur qu'est-ce qui vous mettait vraiment en joie. Et il y a sûrement plein de visions différentes. Mais quand je pense à mes enfants, que je les regarde, qui sont pour moi à chaque fois des petits maîtres, qui me posent tellement de questions, je constate que la volonté de transformer la matière est présente d'emblée. Prendre un morceau de pâte à modeler, en faire un truc, des Legos, les construire, puis une fois, et puis à la fin, la chambre est remplie, quoi. Et il faut ranger. Et regardez notre planète, elle est remplie, quoi. Il faut peut-être ranger un peu maintenant, la grande chambre à jouer. Mais c'est peut-être chevillé en nous qu'une partie de notre joie à être des humains est d'être des homo faber, des hommes qui font. Aujourd'hui, vous avez une proposition un peu par le transhumanisme qui est de ne plus faire, juste de caresser votre lampe d'Aladin. Et si vous avez le bon abonnement, si vous ne l'avez pas, vous êtes l'esclave derrière, si vous avez le bon abonnement, votre lampe d'Aladin fait tout pour vous. Uber Eats, Uber Wikipédia répond à votre question, etc. Et je connais même des gens qui ont tapé sur Google, j'aimerais être heureux, comment faire? Vous pensez vraiment que Google peut répondre à cette question-là? En tout cas, moi j'ai l'expérience de Google sur la santé. Chaque fois que vous mettez vos symptômes dans Google, il y a une blague comme ça. Hein. Each time you Google your symptom, you end up having cancer. Chaque fois que vous googlisez vos symptômes, vous finissez par avoir un cancer. Et c'est ça un peu le problème du transhumanisme. Et je reviens sur cette idée de l'homo faber versus l'homo Twitter. L'homo Twitter, c'est celui qui est un petit oiseau bleu suspendu sur un fil et qui commente le monde comme si c'était un spectacle et qu'il était dans la société du spectacle. Ah oui, lui il est méchant, lui il est gentil, lui il fait bien, ça c'est chouette, ça c'est pas chouette, etc. Mais il fait rien. Et il n'y a aucune joie. Par contre, celui qui fait là, qui est les deux pieds dans la terre et la tête dans les étoiles, lui il est en train de changer le monde. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Oswald Spengler, qui a écrit sur les cycles de vie et de mort des civilisations, qui décrit ce que vous comprenez intuitivement, que les civilisations naissent, vivent, grandissent, sont à leur apogée, puis déclinent, sont décadentes et meurent. Mais qu'entre des cycles de vie et de mort de civilisation, il n'y a pas rien. Il y a des phases transitionnelles chaotiques. Ça, c'est Toynbee qui l'écrit. Et ces phases transitionnelles chaotiques sont d'autant plus profondes, violentes et durables que les écarts sociaux, culturels et économiques sont importants dans la civilisation d'avant. Vous imaginez aujourd'hui, avec 8 personnes qui possèdent la moitié de la Terre, notre phase transitionnelle chaotique risque de durer un petit peu. Bon, il va falloir faire avec. Et qui est-ce qui régénère la civilisation dans ces moments-là? Ce sont ceux qui ont des leviers d'expansion. C'est comme ça qu'il le dit. Dit autrement, ce sont ceux qui fabriquent des choses pour les autres. À la fin de la Rome antique apparaissent les ordres monastiques. Les ordres monastiques vont copier la connaissance. Pendant des heures, ils vont copier dans des scriptoria avec des énormes feux, avec la main qui tremble, et ils vont transmettre la connaissance sémite, la connaissance mésopotamienne, la connaissance grecque, arabe, romaine. Ils sont en plus-value et ils l'offrent aux gens. Ils prennent ce qu'il faut garder des civilisations d'avant et ils laissent ce qu'il faut laisser. Et ils sont les deux pieds dans la terre, ils font à manger. Quand plus personne n'a rien à bouffer parce que Rome a pillé toutes ses colonies, eux ouvrent leur table et donnent à n'importe qui, dans un idéal d'hospitalité. Ces endroits-là deviennent les poumons de régénération, les bulles d'oxygène d'une société qui était en train de s'effondrer. Et vont nourrir ensuite tout l'idéal monastique et du Moyen-Âge, qui est un idéal de dénuement matériel, et en même temps, les deux pieds dans la terre, dans le réel, mais la tête dans les étoiles, en train de prier plus grand. Moi, je pense qu'on est à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, les gens qui régénèrent notre société sont ceux qui sont dans cette double appartenance-là, d'être aspirant à plus grand, et vous l'appelez comme vous voulez, hein, Dieu, le grand tout, l'infini, et en même temps, les deux pieds dans la terre, en train de faire pour de vrai. Et ça, c'est la dernière chose que je voudrais dire,
Je vois beaucoup de gens qui se lamentent, qui sont en train de regarder leur fil Twitter ou leur fil Telegram. Ils s'envoient le dernier truc horrible. Et ils font rien. Ils sont juste fascinés par le monstre. Puis il y a ceux qui font un jeûne, une détox, qui arrêtent, qui éteignent leur téléphone portable pendant 2-3 semaines. Et qui retrouvent un jaillissement de créativité, de joie et d'envie de participer au monde. Et cette envie de participer, elle est banale. Elle n'est pas grandiose, elle n'est pas Covid, elle n'est pas Ukraine, elle n'est pas... Non, elle est banale. Banale comme le moulin banal, comme le four banal, comme au Moyen-Âge, ce qui est au cœur du village et qui nous est commun et en partage. Et dont nous devons prendre soin. Et dont nous ne devons sûrement pas laisser des multinationales prendre soin. Donc voilà, pour moi, une des clés de la joie dans ce qui est en train de se passer, c'est le réinvestissement du commun et du banal. Si j'entends bien, le banal est devenu extraordinaire. Et c'est peut-être une réponse à une des questions qui était posée et qui était face au monde numérique qui nous envahit, nous déconnecte de nous-mêmes et de la nature, que faire ? Et je trouve qu'il y a beaucoup de réponses déjà que vous avez données là maintenant, entre autres, apprendre à s'asseoir et apprendre à retomber dans l'ordinaire ou le banal. Et je trouve aussi, j'ai entendu que vous parliez de la matière, et donc du corps et de la chair, et donc de la souffrance, pour échapper au virtuel et au numérique qui nous déconnecte effectivement. Donc il y a beaucoup de pistes dans ce que vous nous avez donné. Mais comme le temps avance, j'avais envie de revenir un peu à une des premières questions que j'avais posées sur le nourrissement, puisqu'il est question de nourrir la joie et nourrir la santé. Je ne sais pas dans quel sens vous allez mettre les choses, mais qu'est-ce que c'est pour vous le nourrissement ? Nourrir. Mais merci pour cette probablement plus ou moins dernière question. Ça fait le lien avec ce que tu viens d'évoquer sur comment conjurer l'inflation du numérique et en tout cas rester un être humain centré. Je crois beaucoup à tout ce qui... je suis absolument convaincu de tout ce qui nous incarne dans la matière et dans la terre, et que ce soit le fait d'être proche de la terre physiquement et de s'y promener souvent, de s'en inspirer, de s'en ressourcer, y avoir une activité autant que possible, utiliser ses mains. L'acte créateur est essentiel pour se sentir participer à la création, et l'acte créateur, on y reviendra peut-être, est source de joie. Lorsqu'on crée, on jubile. Lorsqu'on peint, lorsqu'on chante, lorsqu'on improvise, lorsqu'on danse. Et la jubilation peut prendre toutes sortes de formes. On ne s'est pas partagé là-dessus, Louis, mais peut-être que tu as aperçu qu'en écrivant, parfois, on en a presque une sorte de nausée créatrice d'essayer de trouver la bonne formule. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Je ne suis pas tout le temps en train de jubiler. Le fait d'écrire un livre me rend jubilant, bien sûr, ou de faire une préface pour un livre ou un article. Mais trouver la bonne formule est parfois extrêmement douloureux. C'est comme une sorte d'accouchement difficile de quelque chose qui n'est pas encore très précis, et repasser plusieurs fois la formule pour trouver comment tout d'un coup elle a vraiment sa pertinence, ça prend du temps. Mais dans l'ensemble, l'acte créateur est une jubilation, et nous avons donc besoin absolument d'éviter ce geste-là que tu mimes, parce qu'il est atrophié de la conscience d'exister. Et j'ai pu percevoir, en m'occupant de gamins dits de la rue, dans toutes les dépendances et la petite criminalité, que pour beaucoup d'entre eux, la transgression physique, casser quelque chose, faire des déprédations sur le mobilier humain, etc., correspond à un immense besoin de se sentir vivant de tout son être, physiquement. Et c'est pour ça que nous proposions dans l'association des activités physiques, d'escalade à marchée d'âme, de randonnée à cheval en forêt, pas loin de chez moi, dans la forêt de Chiny, de saut en parachute avec le régiment paracommando dans lequel j'avais mes entrées ayant fait mon service là-bas, des activités qui font que je me sens vivant. Et j'en suis fier et heureux. Et donc la petite clopette ou la petite fumette qui me donnait une vague impression d'exister, c'est fade par rapport au fait d'être au grand galop dans la forêt pendant 3 jours. Ça, c'est vivre. Et je souhaiterais que chacun d'entre nous perçoive ça et amène ses enfants à vivre des choses comme ça, pour que l'enfant soit content, bien sûr, d'utiliser les outils. C'est sympa d'avoir des réseaux et de connecter et de pouvoir explorer le monde, bien sûr, mais c'est un outil, on le range dès qu'on a fini. Je ne vais pas dormir avec mon marteau, hein.
Et donc, tu parlais de nourrissance. Qu'est-ce qui nourrit la joie? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'ancrage dans ce que nous aimons faire, nous prenons plaisir à faire, nous avons de la joie de le faire, et le faire en toute conscience. Ça régénère, ça stimule. Et donc, j'ai parlé de l'acte créateur, j'ai parlé de la joie de nourrir des liens profonds, de savoir approfondir les relations, d'avoir des conversations justes, inspirées, inspirantes, mais aussi de savoir raconter des gaudrioles et partager un verre et s'amuser autour d'une tablée pour la simple joie. Tout ça concorde. Je crois énormément à la tendresse et à la douceur, et si possible d'être entouré de personnes qui goûtent ça, qui chérissent ça, et qui s'échangent des propos tendres et doux, et des gestes tendres et doux. Ça régénère profondément la joie. Et enfin, de garder une profonde inspiration dans la dimension que nous partageons, je pense, qui est subtile et qui va au-delà de nous y relier très très souvent. Et de sentir que c'est là notre essence, et que si nous avons une nostalgie d'un ailleurs souhaitable ou d'un passé, une sorte de nostalgie de l'absolu ou de la plénitude, comme je l'évoque dans mon bouquin du jeu ou nous, eh bien c'est simplement que nous avons perdu conscience que cette plénitude est toujours là. Je ne suis séparé de rien. Et dans une méditation que je mène dans mes ateliers, je propose ceci: je ne suis séparé de rien, si ce n'est par mes pensées divisantes. C'est mes pensées qui me séparent, qui cloisonnent et qui divisent. Mais ma conscience, au-delà des mots, celle que l'on peut goûter quand on quitte la pensée verbalisée et qu'on entre dans une conscience hors des mots, par la méditation notamment, la présence et la contemplation. Je suis quelqu'un qui médite un peu, mais qui contemple beaucoup. Et dans un état de contemplation et d'émerveillement de la nature, la pensée rejoint l'être et la conscience d'appartenir à la plénitude. Nous avons besoin de nourrir ça régulièrement pour qu'effectivement le numérique garde sa place. Nourrir la joie et ne pas avoir son marteau à table avec soi toute la journée. Je retiens un peu ça. Je vous ai parlé du faire comme potentialité de joie, mais avant ça, pour moi, il y a la question du non-faire, le non-agir. C'est présent dans la doctrine gandhienne, c'est présent dans la permaculture, avec quelqu'un qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui a écrit La révolution d'un seul brin de paille et qui fonde la question de la permaculture, et qui est cette idée qu'avant même de vouloir interagir avec le monde et en faire quelque chose, c'est me mettre à son écoute, comme l'écoute empathique qu'on a faite. C'est commencer par regarder. En permaculture, avant de vouloir faire une rangée de patates comme ci, des tomates par là, une butte ici, une spirale de permaculture, c'est est-ce que j'ai pris 1 an ou 2 pour regarder les saisons, pour ressentir le vent, le froid, le bien-être ou pas? Où est-ce que les enfants vont jouer naturellement? Et toutes ces choses-là qui ne peuvent pas être vues si je me précipite pour essayer de transformer le monde. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, dont j'aime beaucoup les écrits, qui est un philosophe américain, qui était particulièrement en vue à Washington, avec un très bon poste, et qui est parti et a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur. Parce que ce qui l'intéressait, c'était la mécanique moto, et de réparer des mécaniques et de la moto. Et il s'est rendu compte qu'en faisant cet artisanat-là, il trouvait beaucoup plus de choses intéressantes et de matière à réfléchir à des questions philosophiques que sur les questions du pouvoir, des petites luttes intestines entre les différents partis, etc. Et il écrit un autre livre qui s'appelle Contact, dans lequel il dit qu'il y a plusieurs relations au monde. Il y a une relation qui est de maîtrise créative dans un monde projeté. Je suis le maître, c'est moi qui vais créer, et je vais projeter et plaquer sur le monde tel que je voudrais qu'il soit. Vous imaginez bien que cette maîtrise créative est à l'origine d'une énorme violence, qu'elle va forcément venir impacter le monde de manière très brutale pour le transformer. Klaus Schwab est dans une maîtrise créative. Emmanuel est dans une maîtrise créative. Notre projet, vous voyez, sur un monde projeté. Et puis il y a une autre façon d'être au monde, il y a sûrement plein d'autres, mais c'est de manière schématique, qui est une relation d'ajustement à un monde ressenti.
je vais ressentir les choses. Et je vais trouver à quel endroit il y a une faille, à quel endroit il y a une fissure, à quel endroit je peux mettre mon action et poser mon sillon. Et là, tout va marcher, tout va se transformer. Et c'est subtil. Si vous arrivez comme un gros bourrin avec votre bulldozer, bien sûr, vous allez réussir, avec énormément de pétrole, de violence et de brutalité, à faire un terrain vague et un immeuble de 45 étages. Par contre, ressentir, s'ajuster, essayer d'habiter le monde de manière beaucoup plus douce et non violente, ça prend du temps. Ça nécessite de travailler sur soi-même et ses propres désirs, sa propre volonté de puissance dont on parlait tout à l'heure, ses propres peurs. Je veux un bunker. Et ça commence dans la vie quotidienne sur tellement d'actes, cette histoire de non-agir, de non-violence, de ressentir et de s'ajuster. Pourquoi est-ce qu'on a de l'épargne? Pourquoi est-ce qu'on met de l'argent de côté? De quoi on a peur? Parce que le livret A pour nos enfants, vraiment, vous pensez que dans 20 ans, ce sera ça qui leur sauvera la mise? Là, il y a 18-20% d'inflation en France à peu près. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais on est en train de vous la rincer l'épargne, de toute manière. C'est-à-dire que cette énergie, bien sûr, elle ne doit pas nourrir de la peur, elle ne doit pas nourrir du contrôle sur ce qui se passe dans 20 ans. Elle doit être réinvestie ici et maintenant. C'est là que le jeune, il a besoin pour faire sa boulangerie bio à côté. C'est maintenant que là, il faut que Gaël puisse faire de la guitare correctement, etc. Et, et avoir un soutien. C'est ici et maintenant que ça se passe. Là, je vous parle de l'épargne et de la monnaie, le nerf de la guerre, ça fait mal. Mais il y a plein d'endroits où on peut non-agir. Et à partir du moment où vous ouvrez des pistes de non-agir, de boycott, vous ouvrez des pistes d'agir juste. Je vais peut-être m'arrêter là, mais il y a cette idée de l'agir juste et du non-agir. C'est vraiment très important pour moi de commencer par non-agir, avant même de vouloir agir. Il y a plein de gens qui veulent, il faut faire, il faut changer les gens au pouvoir, il faut changer ça. Qu'est-ce que déjà je ne fais pas pour ne pas nourrir ce monstre? Ne pas nourrir le monstre permet de nourrir la joie ensuite. Je ne sais pas s'il y a un certain nombre d'entre vous, peut-être ont fait un jeûne dans leur vie, mais l'expérience du jeûne est quelque chose d'assez étonnant. Parce que quand elle dure, 3 jours, 5 jours, 8 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours parfois, votre peau se resserre sur vous. L'eau s'en va. Le superflu disparaît. Et vous recondensez sur votre noyau. Et vous condensez tellement qu'à la fin, vous arrivez à sortir le joyau intérieur et vous avez énormément à offrir. Donc c'est cette piste-là de nourrir la joie. Moi, Le jeune. juste une seconde. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais là maintenant, le non-agir. Et la question que j'avais tout de même, c'est est-ce qu'on n'est pas devenu un peu trop docile? Dire toujours oui équivaut à réprimer continuellement ses propres besoins. Donc, c'est en rapport à ce que tu viens de dire. Juste un mot, après je bondis quoi. Non, bien sûr, le non-agir n'est pas réprimer son propre besoin. Le non est très difficile à tenir. Vous avez entendu les suspendus, ce qui leur est arrivé. Pas de salaire, pas de prestations sociales, pas de chômage, pas de retraite, rien, pas de congé formation, même pas leur congé payé auquel ils avaient droit. Rien, ils n'existent plus, ils sont suspendus. C'est ça le prix à payer de dire non. Personne ne tient. Et pourtant, plus de 130 000 personnes ont tenu en France. C'est incroyable. Et tous ces gens-là, ouais. Et je ne fais pas de jugement là-dessus, mais combien pour un plat de lentilles? Combien pour un resto? Combien pour un... C'est une référence biblique, le plat de lentilles. Combien pour un resto, pour un cinoche, pour un voyage à l'étranger? Ont réussi à nier leurs propres besoins et à consentir à quelque chose dont ils ne voulaient pas pour eux. Je ne fais pas de jugement, c'est très difficile. Mais ça, il y a un vrai travail à faire d'affinage sur comment dire non, quoi. Et là, il y a une vraie question qui se pose. C'est dire non tout seul, c'est pas possible. Et on a besoin des autres pour réussir à dire non.
En fait, je ne sais pas trop quelle heure on a. On va demander à Nelly. Combien de temps, Nelly? Peut-être que je peux embrayer sur la joie, puisque c'est quand même le thème, que depuis le temps que je fais ce que je fais, d'accompagner les personnes, il me semble profondément que l'essence de notre vie, c'est la joie. Et j'en vois un premier signe dans la joie des enfants. On voit des enfants en joie, même dans des villes en guerre et en cendres. Ils arrivent à trouver un jouet avec un fil de fer et 3 cailloux. C'est extraordinaire la puissance de la joie. Et ce qui est plus proche de moi dans mon travail m'arrive, c'est de voir que j'anime des sessions de connaissance de soi avec l'outil de la CNV, qui est un outil très très puissant. Et Louis, tu as rappelé à juste titre que si cette appellation communication non violente paraît horizontale, j'apprends à mieux dire et j'apprends à mieux écouter. Il y a vraiment un travail vertical, c'est que pour arriver à mieux dire ce que j'ai à dire, alors que mon intention c'est plutôt d'envoyer mon poing dans la gueule de l'autre, ça demande un ancrage profond. C'est une discipline, c'est une hygiène de conscience. Et pour arriver à entendre l'autre, alors que je sens bien que dans le ton que l'autre emploie et les mots qu'il utilise, il ou elle bien sûr, et il y a sans doute l'image de m'envoyer son point dans ma propre figure et rester disponible et bienveillant, ça demande aussi un ancrage. Et donc j'observe que c'est tout sauf bisounours. Pratiquer la communication non violente, c'est vraiment discerner qui je suis vraiment et laisser de plus en plus l'ego de côté. Et pour la petite histoire, concomitamment avec cet ancrage en soi, il y a vraiment une sorte d'antenne qui s'éveille et qui nous permet qui s'élève et qui nous permet petit à petit de capter une autre dimension que vous appellerez comme vous voulez, mais qui nous permet d'avoir une perspective un peu plus globale et d'éviter d'être coincé dans notre coquille d'ego. J'observe donc en enseignant ça depuis des années dans les ateliers de pratique qui ne sont pas à destination thérapeutique, et il y a un effet thérapeutique. C'est-à-dire que des personnes, en élargissant le discernement de ce qu'elles vivent, réalisent qu'il y a des parties d'elles dont elles ne se sont pas occupées du tout et qui sont cependant bien vivantes et qu'elles ont besoin d'en prendre soin. Et donc elles peuvent pleurer tous leurs sous sur des colères qui n'ont pas été dites, sur des deuils qui n'ont pas été faits, sur des abus qui ont été vécus. Et le travail de l'empathie permet de petit à petit faire le travail de la spirale de conscience concentrique pour aller voir mais quel est mon vrai besoin. Les besoins, ceux qui pratiquent la CNV le savent, étant un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et ce que j'observe, c'est que quand la tragédie est traversée, quand la peine est nommée et que l'abcès de la colère, du désarroi, de la tristesse est vidé, et ça a pu prendre 20 minutes, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, guère plus, la joie revient systématiquement. Et je ne demande à personne parmi vous de me croire, mais juste de bien vouloir l'entendre. Et la personne qui pleurait tout le drame de sa vie 1 heure plus tôt, tout à l'heure au goûter éclate de rire et le soir prend une bière en bavardant avec tout le monde dans un état de joie et pas dans un état de compensation de sa souffrance. À tel point d'ailleurs qu'avec une petite équipe qui travaille avec moi, nous avons créé un petit festival, il n'est encore pas grand public, il s'adresse aux personnes qui ont travaillé ces sessions-là, qui s'appelle l'Alambic à joie. L'alambic à joie, en un mot, on en a fait un petit mot parce que nous voyons bien que quand nous mettons dans notre alambic intérieur tous nos morceaux, les bons comme les moins bons, exactement comme quand on fait effectivement une liqueur et que l'on chauffe tout cela par l'émotion, eh bien il se dégage un esprit, un spiritueux, et effectivement c'est ce que nous cherchons. L'esprit, c'est la joie. Et pour moi, ça reste le fil de ma boussole. Et une de mes filles a été très éclairante pour moi. Je pratiquais déjà la communication depuis quelques années. C'est ma fille Anna. Un jour, elle est sur le canapé à la maison et elle était dans une sorte de demi-sieste. Elle n'était pas contente. Et elle se lève, elle me regarde dans les yeux et me dit « Papa, c'est bizarre, je ne suis pas joyeuse. » Elle sentait qu'elle n'est pas dans son état normal. Alors on a parlé pour aller voir pourquoi elle n'était pas joyeuse. Mais elle sentait le sens de la vie, c'était d'être joyeuse. Quand je suis joyeuse, je ne me pose pas de questions. Mais tout d'un coup, je ne suis plus joyeuse. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est le travail d'hygiène de conscience que nous avons besoin de faire. Et de faire à temps, avant que la vie nous rappelle, est-ce que tu es joyeux ou je ne vois pas joyeuse ? Est-ce que tu es sur ton axe ou pas ton axe ? Et donc de garder le fil de la joie comme un indicateur. Alors, la joie, c'est peut-être pas toujours ce qu'on vit, mais du moins la paix. Je veux dire, quand on perd un être cher, et c'est l'expérience pour beaucoup d'entre nous, et ça a été la mienne plusieurs fois dans ma vie, eh bien, on n'est pas joyeux, mais nous pouvons apprendre à être en paix et dans l'accueil de ce qui se passe.
ça, je pense, qui est notre fil rouge. Savoir nourrir cet état de paix qui se maintient à travers les circonstances, même quand elles sont pénibles. La non-violence ne s'appelle pas communication bienveillante. Il y a des gens qui ont proposé ça, hein. Communication naturelle et vivante. Voilà, je transmets la communication bienveillante. Et pour moi, il y a un vrai intérêt à ce qu'elle s'appelle non-violente. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas semblant. Il y a de la violence. Il y a de la tristesse. Il y a du conflit. La non-violence, ce n'est pas quelque chose de facile, en vrai. C'est la porte étroite, c'est la voie difficile et en même temps, c'est la voie d'un apprentissage profond personnel sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'elle ne met la responsabilité sur personne d'autre. Parce qu'elle assume la question de l'autonomie. Et aujourd'hui, vous avez des circonstances, vous avez des gens qui ont envie de faire des procès, des gens qui ont envie de tout démonter, etc. Et on vient me voir en disant, mais t'es gentil avec ta non-violence, c'est un truc de bisounours, etc. Ça marchera pas, ça sert à rien. Mais pour moi, c'est pas un choix idéologique, c'est un choix pragmatique. En face, nous avons des gens qui ont tout le pouvoir médiatique, tout le pouvoir exécutif. En France, avec des LBD, ils arrachent des mains, etc. Ça pose plus de problème. Ils ont tout le pouvoir législatif, tout le pouvoir judiciaire, tout le pouvoir médiatique, tout le pouvoir économique et financier. La non-violence n'est pas une option. La non-violence est la seule option. Et ça, c'est intéressant d'être confronté à ce moment-là. C'est-à-dire, je ne peux pas faire autrement. Je peux essayer d'aller faire des assassinats ciblés. Je dis ça pour la personne des RG au fond, etc. Ça ne marchera pas. Je changerai le pantin pour un autre pantin qui accomplira le même programme déterminé par McKinsey et BlackRock. Donc ça veut dire que ce n'est pas comme ça que je peux résoudre ce problème-là. C'est à un autre endroit. Je suis convoqué, je dois y aller. De même, donc c'est quelque part pour vous dire, mais au fond, les circonstances sont notre petit maître. Elles nous aident à trouver la juste voie. Et pour essayer de trouver la joie, la tristesse qui a été ressentie là ces dernières années, la fracture profonde, intime d'un grand nombre d'entre nous, hein, et je me mets dedans. Hein. C'est-à-dire que là, tout ce qui s'est passé ces dernières années, moi, je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de vivre là-dedans encore ou pas ? Je veux habiter ce monde-là, là, tel qu'il est. Et je me suis rendu compte que non. Et que donc j'avais deux choix. Soit ça se termine, mais bon, j'ai 3 enfants, j'aimerais quand même bien voir ce qui va se passer, quoi. Je suis curieux de leur existence, ça m'intéresse. Donc soit ça s'arrête, soit je dois tout faire pour que ça change. À commencer par moi. Et là, pour moi, quand on parle de cette histoire de joie, au milieu de quelque chose qui est très dur, très souvent, il me voit un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune et qui m'a beaucoup touché. Il y a un film de quelqu'un qui s'appelle Roberto Benigni et qui s'appelle La vie est belle. Et qui raconte l'histoire d'un papa dans les camps de la mort avec son fils. Et qui, malgré cela, et bien sûr, on n'est pas dans ces circonstances-là, et c'est infiniment plus tragique et terrible. N'empêche, ce film m'a permis de comprendre que la tonalité qu'on mettait sur les choses, elle nous appartient. Elle est justement notre degré de liberté. Qu'est-ce que je fais de tout ce qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est laid ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est moche ? Etc. Ça m'appartient. Bien sûr, il y a les faits, il y a ce qui se passe. Mais, et y compris à l'intérieur du désastre, je peux trouver que de partout, il y a des brèches de lumière. De partout, ça a du sens. Ça suinte de beauté, d'amour, de joie. Et ça, c'est mon expérience de ces 3 dernières années. Ce n'est pas intellectuel. C'est qu'au fond, je ne donnerai pas ma place pour ce que je vivais il y a 3 ans. Je ne donnerai pas ma place pour un médecin de plateau télé qui a gagné des centaines de milliers d'euros de corruption. Ça ne m'intéresse pas. J'ai vécu des choses bien plus passionnantes de vous rencontrer ce soir, entre autres, qui sont infiniment plus joyeuses, alors même qu'on est au cœur du désastre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de fuir. Vous ne pouvez pas fuir. Cette société est cousue en nous. C'est Christiane Singer qui le dit aussi. Où cours-tu ? Ne vois-tu pas que le ciel est en toi ? Cette société est cousue en nous. Vous ne pouvez pas fuir dans le Larzac. Je sais que des Belges essayent. Hein.
J'en ai pris certains à acheter des maisons dans le sud, hein, pour échapper aux nuages. Mais vous ne pouvez pas fuir. C'est ici et maintenant qu'est convoquée l'arène du combat. Et le combat, ce n'est pas la guerre. La guerre, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi, qui n'existe plus. Mais c'est une illusion. Si vous tuez l'ennemi, vous vous tuez au passage. Toutes les guerres aboutissent à d'autres guerres. On a gagné, c'est la der des der. Bam, une nouvelle guerre. Toutes les guerres aboutissent à d'autres guerres. Le combat, c'est autre chose. Le combat, c'est comme dans les arts martiaux. Vous êtes convoqué dans l'arène. Vous ne pouvez pas fuir. Si vous fuyez, vous serez mis à bas. Vous êtes un fuyard. Vous devez vous battre. Et là, l'image qui me vient, c'est régulièrement, on va peut-être vous faire sourire, hein, vers cette fin de conférence, c'est l'image des sumo. C'est les gros bébés avec les grosses couches. C'est quoi le but des sumo? C'est de faire sortir l'autre du cercle ou de l'effondrer. Et c'est un combat, on le conçoit bien avec les sumo, c'est un combat de centre, c'est un combat de densité et en même temps de souplesse. Vous ne pouvez pas être juste sclérosé et gros, sinon vous allez tomber. Donc vous devez être à la fois très très dense et en même temps souple. Quel paradoxe! Pour réussir à ce que votre centre devienne le centre du monde. Qui a le centre le plus dense? Klaus Schwab et l'ensemble des multinationales qui se réunissent à Davos chaque année? Ou vous? Pour le moment, il n'y a pas photo. C'est Klaus. C'est à l'évidence. Et donc, si vous vous lancez dans une guerre contre ces gens-là, vous l'avez perdu d'avance. Donc le travail, il n'est pas à lutter contre un ennemi, il est à structurer la densité du centre au travail. Je commence à être un peu presbyte moi aussi. On me demande de juste redonner ces notions sur la méditation pleine conscience. C'est une espèce de mantra. Mais vous pouvez inventer ce que vous voulez. Au fond, ça va être une proposition. Mais arriver à créer des mantras, je vais dire ça autrement. Les bija mantras, dans le yoga, les bija, c'est des graines. C'est pas des mots, ça veut rien dire. C'est des sons, c'est des vibrations, qui sont des graines qui ouvrent des possibles. Et le fait de les répéter, va créer cet espace de sécurité collectif qu'on peut habiter. Mais c'est la même chose pour la prière. Il y a un certain nombre d'entre nous, dans des circonstances très difficiles, se sont mis à entonner des Je vous salue Marie qu'ils n'avaient pas dit depuis 25 ans. Hein, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient crever à ce coup-là, quoi. Ou que c'était un moment difficile. Ou certaines phrases qui sont venues de manière rituelle. Donc pour moi, la ritualisation est extrêmement importante. Il ne faut pas qu'elle devienne toxique. Et donc là, on me demande de répéter les 3 notions en anglais. C'est la proposition que nous on avait faite, et qui est faite par la fac de Montréal. Je n'ai pas d'endroit où aller, mieux que ici et maintenant, mieux que cette salle ici. No place to go. J'ai pas de chose mieux à faire que d'être ici et maintenant ensemble, à faire ce qu'on fait. Nothing to do. J'ai même rien à faire. Nothing to do. J'ai pas de rôle professionnel, familial ou social à jouer. Nothing to do, no role to play. Voilà, donc ça c'était juste nous, notre façon de rentrer dedans. Vous sentez même quand je le dis, bah, ça y est, vous commencez à... Donc ça marche assez bien, ouais. Peut-être encore une question. Alors je ne vais pas lire toute l'introduction de la question, mais la question elle-même, c'est dans la mesure où s'ajoute la dimension spirituelle et donc d'équilibre, harmonie dans l'absolu, comment faire pour rassurer l'autre dans le fait que l'équilibre sera respecté lors des échanges? Est-ce que l'authenticité suffit? Vous avez encore 3-4 bonnes heures pour qu'on explore le sujet. Difficile peut-être de faire une réponse qui ne soit pas sommaire sans connaître un peu le contexte. J'aime préciser que vous n'avez pas le pouvoir sur les sentiments des autres. Vous ne pouvez rassurer personne. Mais peut-être vous avez besoin de trouver votre sécurité intérieure pour pouvoir accueillir le fait que l'autre est dans l'insécurité, sans la prendre contre toi, comme si vous deviez faire quelque chose, et en vous contentant d'être avec l'insécurité de l'autre.
Souvent, l'insécurité de l'autre, si nous ne sommes pas vigilants, se contamine à nous et nous crée beaucoup d'inconfort. J'ai vraiment, grâce à la communication non violente, appris que chacun gère ses sentiments et on ne peut pas agir sur les sentiments de l'autre. On peut juste les constater, les observer peut-être, et avoir de l'empathie. Et alors on peut rejoindre l'autre et de vérifier est-ce que tu es inquiet ou inquiète, est-ce que tu aimerais que ceci ou ça se passe, est-ce que tu souhaiterais qu'on se parle ou que ceci ou ça arrive. Vous pouvez avoir de l'empathie et il se fait qu'effectivement cette action d'empathie peut être rassurante ou sécurisante. Mais si la personne vit de l'insécurité, c'est un peu son choix. Et peut-être que c'est l'occasion d'arriver à faire ce travail, de trouver sa sécurité à l'intérieur de soi et de ne plus chercher désespérément des secours à l'extérieur. Mais là, je vais au-delà de ce que la question permet de formuler. L'authenticité, en tout cas, est une clé, bien sûr. Accepter sa vulnérabilité, accepter sa fragilité, accepter son impuissance me paraît aussi une clé vraiment nécessaire pour permettre à l'autre d'accepter sa propre impuissance. Dans les collectifs qu'on a fait, on a mis en place des cadres de sécurité au début, plus comme une espèce de charte relationnelle. Et 4 points, 5 points maximum, mais qui étaient très structurants pour le groupe. Et notamment cette idée que ce que je pense, ce que je ressens, m'appartient. Ce n'est pas la responsabilité de l'autre. Si je suis en colère, c'est ma colère. C'est pas toi qui me mets en colère. Et j'ai vu beaucoup de gens m'interpeller en disant mais comment convaincre les autres, comment les éveiller. Ça paraît bien prétentieux. Je ne crois pas qu'on puisse éveiller qui que ce soit, quoi. En fait, chacun vit les choses à son heure. On peut que accompagner ça avec le plus de douceur et de tendresse possible. Et je vous donne un exemple tout récent qui m'est arrivé où je me suis dit que j'allais trop loin. J'étais attablé avec un ami que je n'avais pas vu depuis 2 ans, qui est réanimateur. Lui aussi. Et donc, comme on ne se voyait plus, je suis allé sonner à sa porte. Il habite à moins de 200 mètres de chez moi. Et on est amis presque d'enfance. Hein. Et on discute, on boit des bières. Et puis au bout d'un moment, il dit « Mais alors, t'es réintégré ?» Je dis « Non, non, c'est pas fini. » Et « Ah bon, mais c'est passé tout ça. » Je dis « Non, c'est pas passé. Je suis pas réintégré, quoi. » Ouais, mais bon, ça y est, on passe à autre chose maintenant. Il voulait passer à autre chose. Et je dis, bah, tu sais, il y a des gens, là, dans le VERS, il y a 1 500 000 effets secondaires, 25 à 42% de graves. Il y a des gens, là, on ne prend pas soin d'eux, ils ont des Covid longs, post-vaccinaux, etc. Tout le monde s'en fout, quoi. Il y a des femmes qui perdent leur cycle, etc. Je vois qu'ils tiquent. Je dis même, tu sais, il y a des associations de patients. C'est rare que les associations se forment avec des patients qui se regroupent ensemble. Dans autre chose à foutre, les gens, hein, surtout des femmes jeunes, autre chose à foutre que d'aller revendiquer au Parlement européen qu'il se passe quelque chose, quoi. Et là, je vois qu'il blémit et qu'il dit « Je crois que pour ma fille, je crois qu'on a fait un faux. » Pardon ? Je crois. C'était le seul sujet. Je me vaccine, je me vaccine pas. Je fais un faux, je fais pas un faux. J'ai un pass, j'ai pas un pass. C'était le seul sujet globalement. Donc tout le monde sait ce qu'il a fait, en conscience. Et je juge pas là, ce qu'on a fait en conscience. Mais lui commence à me dire « Je crois. » En fait, je le mets dans un tel inconfort en lui disant que peut-être sa fille a perdu sa fertilité, ses cycles, etc. Et que c'est par sa faute, que c'est insupportable, et qu'il en devient fou, qu'il se raconte une histoire à lui-même. Il est réanimateur et il ne sait plus si oui ou non il a vacciné sa fille. Bien sûr que non, qu'il le sait. Mais c'est insupportable. Et là, je me suis dit, quel est ton rôle ? Aller continuer à le secouer comme ça, lui balancer des coups de marteau, bam, 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 tu vas comprendre que tu as fait de la merde. Ou ton rôle, c'est d'être son ami. J'ai pris le parti d'être son ami et de me taire. Et de passer à autre chose. Pour trouver un endroit où on pouvait se retrouver. Vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où vous rediscutez avec votre beau-frère. De manière très banale, il y a beaucoup de gens avec qui on n'arrive plus à se parler. Parce que simplement, ils ne veulent pas entendre. Mais peut-être que c'est un vrai signe, c'est une vraie clé qui nous est donnée. Aide-moi, aime-moi, comme je suis.
Tu parlais tout à l'heure de Guy Corneau. Et puisqu'on s'avance vers la fin de cette soirée, peut-être j'aimerais le citer. Donc, en fait, il a dit « Dans notre fascination pour l'horreur, nous avons oublié la puissance de la beauté. Alors, comment amener les gens à plus de beauté aujourd'hui ?» Ça me fait penser à cette formule de Gandhi, l'exemplarité n'est pas une façon d'éduquer, c'est la seule. Si vous savez vous émerveiller, vous enchanter, si vous voyez le moindre détail avec finesse et que vous savez le goûter, le savourer, nourrir la joie en vous et en témoigner autour de vous, les enfants adorent ça. Ils sont curieux d'émerveillement, de joie, de découverte. Et nous pouvons donc ainsi créer un sillage d'émerveillement dans lequel les enfants ont envie effectivement de se promouvoir pour petit à petit, à leur tour, faire leur sillage à eux. Et effectivement, je souhaiterais que nous soyons de plus en plus éveillés à la beauté qui est partout, et à laquelle parfois nous sommes distraits, vis-à-vis de laquelle nous sommes distraits malheureusement. Porter notre attention avec attention, avec discernement, voir l'éclat de soleil, voir le changement des feuillages, voir la pousse du printemps, entendre la musique, savourer le tressaillement du corps quand on passe du chaud au froid, la chair de poule, goûter tout ça, s'enchanter d'être vivant et le partager régulièrement. Les enfants ont besoin de sentir que l'on peut être vivant de tout son être et qu'être au monde, c'est pas va te coucher, brosse tes dents, prends ta douche, mets ton pyjama, passe ton bac ou obtiens ton diplôme. C'est pas ça la vie. La vie, c'est l'enchantement. C'est l'enchantement de parcourir cet étonnant parcours alchimique à travers la souffrance et la joie, comme on l'a rappelé, pour tenter de trouver cet état de paix et d'amour profond. J'ai cette conviction profonde, j'en parle dans mes livres, que nous faisons une expérience initiatique, une sorte le fer que nous sommes est trempé dans le feu de cette incarnation pour affiner sa teneur. Et l'image est peut-être un peu limitée, mais nous sommes là pour affiner notre teneur en amour et repartir, enrichir le grand tout, quelque chose comme ça. Et nous pouvons témoigner de ça à travers les bons et les moins bons moments. Voilà, j'aime beaucoup cette formule de Guy que j'ai mis dans un de mes livres. Effectivement, nous avons besoin de chérir la beauté, de la voir et de la propager autour de nous, de la faire connaître. Et je souhaiterais que nous soyons encore plus nombreux, mobilisés, et notamment dans les écoles, à faire connaître la beauté, faire connaître la nature. Il y a des films magnifiques, vous les voyez certainement, ils circulent parfois sur Instagram, où on voit des éclosions de champignons et de fleurs prises comme ça à l'accéléré. C'est absolument fascinant. Toutes les matinées devraient commencer comme ça. Aujourd'hui, on regarde un champignon. Demain, on regarde une jonquille. Waouh! Et après-demain, on regarde un muguet. Et on commence par s'enchanter, quoi. Ça devrait être la base de l'éducation. Voilà, chérir la beauté. Bah, pas beaucoup mieux que Thomas là-dessus, hein. Mais l'idée de la gratitude me semble intéressante et de nourrir des pratiques de gratitude. On l'a fait au début de cette réunion en remerciant les organisateurs. Je pense qu'on peut le refaire aussi maintenant en vous remerciant d'être là avec votre beauté intérieure. Vous êtes beaucoup plus beau avec cette lumière-là. On vous voit pour de bon, pour la beauté de la musique qui nous a été offerte. On aurait pu se contenter d'une scène en béton avec des tags derrière, etc. Maintenant, des fleurs ont été mises, une attention a été portée à essayer de mettre de la beauté dans ce qui était accompli. Alors moi, je ne sais pas le faire en termes vestimentaires, hein. Ça, c'est chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Mais je crois qu'il y a une vraie attention aussi dans les mots qu'on choisit, dans la façon dont on les exprime, le rythme avec lequel on les énonce, que tout ça nourrit la beauté, pour répondre à ta question, c'est d'avoir cette gratitude et cette pratique de gratitude. Et qu'en plus, quand on commence à le faire pour chaque chose, je connais quelqu'un qui remercie son verre d'eau à chaque fois qu'il remercie et qu'il boit de l'eau. Alors, au début, j'étais un peu étonné à la maison quand il est venu voir. Je vois qu'il prend son verre d'eau, qu'il regarde comme ça, qu'il s'intériorise un peu, et puis qu'il le boit avec
Une espèce de patience. Je lui ai dit, non, elle est bonne. Qu'est-ce qui se passe? Elle sort de mon robinet pourtant. Et donc je lui ai posé la question. Je lui ai dit, là, tu vois, je mets de la conscience sur ce que je suis en train de faire. Je remercie cette eau pour tout ce qu'elle va pouvoir faire en moi, etc. Depuis, je le fais. Et beaucoup de gratitude à vous deux et à nos deux modératrices pour nous avoir offert cette belle soirée. Enchantée. Cette soirée est filmée et vous aurez l'occasion de les revoir tous sur le YouTube de l'association Au sein des femmes. .be. Merci à tous.